Salut les poolers et bienvenue au marché des acheteurs et des vendeurs de la semaine, épisode 17 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, l'abominable acheteur des neiges. Vive le vent, vive le vent, vive le vendeur d'hiver, Guillaume the Snowman Corbeau! Frosty the Snowman was a jolly happy soul. Devrais plutôt je dire Kenny Corbeau. Kenny, comment ça va? Hey, that's it, Kenny. Il fait frette. Maudit défi Hydro-Québec. Non, ça va super bien. Gros épisode, je vais m'enlever de ça. J'ai chaud, ça n'a pas de sens. Pour ceux qui voyaient pas ce que Guillaume portait, il avait un gros hoodie, là, vous irez nous voir sur YouTube pour voir tous nos accoutrements qu'on se met à chaque semaine. Non, sans blague. Gros épisode aujourd'hui. Acheteur-vendeur. On sort des gros noms. J'ai sorti des gros noms. Je trouve que depuis le début de l'année, il y a des vedettes qui marchent à la planche. Il y en a qui ne marchent pas du tout. Fait que, on va plus s'attaquer à ce genre de joueurs-là. On reçoit aussi beaucoup de questions en inbox ou en commentaire sur justement ce genre de joueurs-là. Donc, on va répondre à ces questions-là aujourd'hui. Fait que ça risque d'être un gros épisode qui va avoir un impact, j'espère du moins, sur vos poules cette année. On va pas faire d'épisode soutenable, insoutenable cette semaine. Wait, what? On va plutôt vous conseiller aujourd'hui 5 joueurs à aller acheter et 5 joueurs à vendre pour des échanges dans vos pools. En gros, comment devenir le can't use de vos pools. Et comme tu l'as dit, Guillaume, on reçoit quand même beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux, que ce soit en commentaire, en DM. Même mes chums n'arrêtent pas de m'écrire pour me demander quel genre d'échange qu'ils devraient faire. Big D, je sais pas qu'est-ce que tu dois aller chercher pour Leo Carlsson. On va peut-être s'en reparler dans une autre semaine. Mais si vous aussi, vous avez des échanges à nous proposer puis à nous demander notre avis, allez vous abonner évidemment à nos pages YouTube, Instagram, TikTok à 100 Pool Podcast. Ça va nous faire toujours plaisir de vous réécrire, de vous répondre puis de vous donner notre avis pour que vous puissiez gagner votre pool cette année. Et le premier joueur, tu l'as dit, qu'on va vous conseiller d'aller acheter cette semaine. Tu l'as dit, on y va avec un gros vétéran, une grosse vedette. On vous dit d'aller acheter Mitch Marner à Vegas. Hey, we're going to Vegas. Guillaume, pourquoi tu as mis une aussi grosse vedette cette semaine pour commencer le podcast? En fait, j'ai l'impression que la valeur de Mitch Marner, depuis qu'il a été échangé, est un peu ébranlée. On s'attendait à une explosion offensive. Il allait jouer avec Jack Eichel. Finalement, cette explosion-là n'est pas arrivée. Marner n'a que 5 buts depuis le début de l'année. C'est vraiment peu. Il tire moins qu'avant. Il tire à 1,7 tirs par match, qui est quand même beaucoup moins que sa moyenne de 2,5 en carrière. Par contre, il marque seulement sur 10,4% de ses tirs. Et sa moyenne en carrière est plus aux alentours de 13-14. Peut-être qu'il pourrait aller chercher un but supplémentaire ici. Et ensuite, le reste de son déploiement est tellement positif que j'ai de la misère à croire que Marner est un joueur qui va frôler le point par match cette année. 60% de mise en jeu offensive. Ses passes secondaires là, sont à 36%, ce qui est tout à fait raisonnable pour lui. C'est juste son nombre de points par tranche de 60 minutes qui est basse, qui est la plus basse de sa carrière depuis sa saison recrue. J'ai de la misère. Je n'achète pas ce principe-là que Marner est juste devenu un joueur, je veux dire, mid ou un bon joueur sans plus. J'ai de la misère à croire ça. Donc, je pense que Marner ne peut pas aller en bas de ce qu'il fait en ce moment. Il ne peut qu'aller vers le haut. Et c'est pour ça que j'irai l'acheter. Je pense que si vous voulez aller l'acheter en plus, c'est vraiment maintenant là, parce qu'il y a 6 points à ses 6 derniers matchs. Tu l'as dit, c'est un peu étonnant le fait qu'il est passé d'un pace de 100, 110, 101, 101 et 103 points dans les dernières saisons à un gars qui est sur un pace de 79 points sur une saison, cette saison. Mais je pense que ça vient du fait que cette année, avec Vegas, ben, il n'y a pas le déploiement qu'il y avait peut-être à Toronto. Il était de tous les instants à Toronto avec Austin Matthews. C'était le gars lorsque Matthews était blessé. C'était quand même le gars aussi avec Matthews. Puis là, en ce moment, ben écoute, il est sur une deuxième ligne avec Mark Stone qui est revenu, qu'on vous a dit d'aller vendre la semaine dernière. Mais avec Brett Howden comme centre, Braden Bowman est rendu sur la première unité avec Jack Eichel et Ivan Barbashev. C'est ça qui l'aide pas, c'est que on l'a enlevé de ce premier trio-là parce que sinon, il aurait continué à peut-être avoir un déploiement qui aurait suivi Jack Eichel, qui lui va encore très bien.
franchement, si vous voulez aller le chercher, je crois qu'on va quand même continuer de lui donner. Braden Bowman ne peut pas continuer, je ne peux pas croire, à continuer à avoir un rythme comme ça. Il aurait peut-être fallu en parler encore de ce fameux Bowman, mais franchement, aller chercher le numéro 93 des Golden Knights de Vegas. Je vois juste pas, en fait, comment Marner peut être moins bon qu'il l'est en ce moment. Exact. C'est juste ça. Fait que, tu as parlé de Leo Carson au début de l'épisode, Leo Carson contre Mitch Marner. Là. Si moi j'ai Carson, puis c'est pas un keeper, évidemment, je pense que c'est le genre de move que je serais prêt à faire. Pas que Carson va devenir éteint jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que le potentiel que Marner revienne sur un pace de 100-110 points est plus grand que Leo Carson qui garde ce pace-là. Fait que, on pourra analyser Carson plus tard en saison, là, mais j'adore le fait que Marner peut encore aller chercher beaucoup de points. Dans le pire des cas, cette année, c'est un gars d'un point par match. C'est le pire qui va arriver. Mais il va avoir un rôle prédominant dans tous les cas. Il est payé trop cher, il est signé là trop longtemps. J'étais assez convaincu qu'il va rebondir. Est-ce qu'il va faire 100 points? Je ne le sais pas, mais ça me surprendrait qu'il en fasse en bas de 80, soyons honnêtes. L'affaire, c'est que dans vos pools, puis ça, c'est bon pour peut-être la discussion qu'on a en ce moment sur Mitch Marner, mais aussi pour les prochains joueurs dont on va discuter, puis sur le point de Leo Carlsson, c'est que si vous pensez que Leo Carlsson va ralentir un tout petit peu, puis va terminer la saison à 1 point par match, ça veut dire que pour le reste de la saison, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, là, ça veut dire qu'il ne va pas faire 1 point par match jusqu'à la fin de la saison. Puis Mitch Marner, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va le faire 1 point par match à partir de maintenant. Donc, il a une meilleure valeur. Et c'est pourquoi on vous dit de faire ce genre d'échange-là. Et ça va être bon, justement, comme je disais, pour non seulement les prochains joueurs, mais aussi les prochaines semaines. Et si vous avez des questions, on va vous répondre dans ce sens-là. Deuxième joueur à aller acheter, on retourne du côté de Montréal. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Écoute, un autre joueur, on l'a dit, les Canadiens sont redevenus relevant et pertinents pour des poules de hockey. Et tu nous conseilles d'aller chercher Juraj Slafkovský. Oui, il y a Juraj qui, pour ceux qui suivent, l'orage est passé. Pour ceux qui suivent le CH, il y a eu un changement de trio quand même. C'est un joueur transformé. Slafkovský, dans les 4 derniers matchs, a toujours joué plus de 20 minutes. C'est la première fois de sa carrière qu'il aligne 4 matchs consécutifs avec ce type de déploiement-là. Il est allé chercher 3 points durant cette séquence. C'est comme si on a décidé de lui faire confiance vraiment à 100%. Il a joué en avantage numérique, là, je veux dire, sur le premier avantage numérique dans la majorité des matchs depuis le début de la saison. Ce que j'aime de Slafkovský particulièrement, c'est que là, son pace est à 47 points en ce moment. Il a fait 50 points dans les 2 dernières saisons. On s'entend, là, grosso modo, c'est ce qu'il a fait. Il tirait, quand il a fait ces statistiques-là, 1,9 ou 1,7 fois par match. Là, il est à 2,1. On a commencé à avoir un Slaf qui tire un peu plus. Puis je sais que vous allez dire, c'est juste 0,2. Mais c'est 10 10 de plus de tir, là, ça représente au moins 2, 3 buts dans son cas, peut-être 4. Mais 4 points, ça fait une différence. Là. Quand on arrive entre un gars de 55 et un gars de 60 points, c'est pas mal ça, 4 points. C'est 5 points. Là. Fait, c'est pas énorme. Donc, je pense que Slafkovský a une belle chance de progression. Et ensuite, quand je regarde son début de saison, là, donc ses 20 premiers matchs, il avait fait 9 points, ce qui est peu pour un joueur de premier trio. Et là, il a 7 points à ses 8 derniers matchs. On le voit jouer davantage. Il joue 1 minute de plus en moyenne par match. Il y a déjà 3 points d'avantage numérique. Fait, il y a quand même des indicateurs qui démontrent qu'il va produire davantage que son pace de 47. Est-ce qu'il peut faire 70? Peut-être que c'est un peu exagéré, mais s'il finit la saison à 60, pour utiliser ton calcul, ça veut dire qu'il va faire 44 points dans les 55 prochains matchs. C'est très, 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 très bon et c'est la tendance. Du moins, c'est dans cette tendance-là. D'autant plus que Slafkovský, c'est un joueur qui performe très, très bien en deuxième moitié de saison. L'année passée, il a fait 28 en 39 en deuxième moitié, 16 en 21. Fait que, c'est un train. Il prend du temps à partir. Il a toujours été ça. Il est parti un petit peu plus vite cette année, mais quand même, il n'y a pas une production à tout casser. Je pense que là, le train, il est démarré. Puis, s'il finit avec 56 points, là, mais c'est quand même 40 points en 55 matchs. Je veux dire, c'est un très, très, très bon pace. Donc, pour moi, Slaf, c'est un gars que j'irais acheter maintenant. Puis généralement, je ne sais pas pour vous dans vos poules, puis pour toi, nous autres, les joueurs des Canadiens, on n'en veut pas. on tente de s'en débarrasser. Tu ne veux pas avoir l'odieux d'avoir un joueur qui ne performe pas. Je sais, j'ai Suzuki dans mon pool, puis il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de pire qu'être frustré à la fin de ta soirée d'avoir ton équipe qui perd, puis d'avoir ton joueur qui ne fait pas de points. C'est comme, tu flippes le bureau. Fait que, non. Hey, choo-choo! Choo-choo! All aboard the Slafkovský train. Tout le monde à bord.
il est intéressant, tu vas le chercher, c'est le fun d'avoir des joueurs des Canadiens. Je sais que c'est plate puis t'es déçu, mais le hockey, c'est un sport de passion, Colin. Un moment donné, Non. faut avoir un peu de plaisir en faisant des poules de hockey, puis c'est en ayant des fois un joueur des Canadiens par-ci, par-là dans vos poules. Slav joue bien. Je préférerais bien plus avoir Slav que Lafrenière avec les Rangers. La En Ferrière non plus, plus, tu le veux pas. non, lui non plus. Le Slav, en plus, frappe à 1,280 à 1,280 mises en échec par match. Il est intéressant dans des catégories, il est intéressant dans les points. Allez le chercher, décrochez le téléphone, appelez toutes les DG de votre ligue, puis essayez d'aller le chercher pour votre alignement pour pouvoir gagner. Troisième joueur à aller acheter maintenant du côté des Canucks. Encore, je suis toujours surpris à quel point on réussit à vous conseiller un joueur des Canucks de Vancouver favorite hockey team, the Vancouver Canucks. depuis que toi et moi, on s'est pogné sur Elias Pettersson. Mais tu nous conseilles d'aller chercher Brock Besser. Wing for the Vancouver Canucks. Mais Brock Besser, au niveau des buts, il est très raisonnable. C'est au niveau des passes. Il n'y a aucune passe secondaire, Brock Besser, depuis le début de la Wow. saison. Zéro comme dans Ouellet. Donc, je pense que... Salut mon Ron. Je pense que ça l'a vraiment... Ça va augmenter. Il n'y a aucun doute sur le fait que cette statistique-là va augmenter. Fait que juste par le principe et la loi de la moyenne, il va aller chercher des passes secondaires supplémentaires. Je sais que ça va pas bien à Vancouver. On s'entend, on pense même échanger Quinn Hughes. C'est sûr que ça va être une erreur, d'ailleurs. Là, c'est sûr qu'il perd cet échange-là. C'est sûr. Mais Brock Besser tire à 2,4 fois par match. C'est vraiment pas déraisonnable. Sa moyenne en carrière, c'est 2,6. Il n'est pas très loin de ce qu'il faisait dans le passé. C'est un joueur qui fonctionne par séquence. Et là, on est dans une séquence moyenne. Il y a 0 points en 4 matchs. Fait que c'est comme le temps d'aller l'acheter maintenant puis d'aller chercher ces points-là tout de suite. C'est une question de circonstance, évidemment, mais d'aller chercher Besser maintenant, vous allez aller chercher des passes secondaires, vous allez aller chercher cette petite séquence-là qui va aligner dans les prochaines semaines. Parce que c'est un peu ça, Brock Besser. Là, c'est 3 points en 3 matchs, 0 en 3. Puis ça roule un petit peu de cette façon-là. Mais il est encore sur l'avantage numérique. Il joue encore de grosses minutes pour les Canucks. Il joue des 20 minutes là, dans les derniers matchs. Il n'y a pas de power offensif à Vancouver. On n'a comme pas le choix de s'appuyer sur un gars qu'on a signé à 7,3 millions par saison. Moi, j'irai acheter Brock Besser. C'est pas chic, c'est pas sexy, c'est pas. Mais sa valeur n'est pas si élevée non plus. Sa valeur est à Black Friday en ce moment, ça vaut la peine. J'aime pas le fait qu'il joue avec David Kempf en ce moment parce que Elias Pettersson est blessé, donc mais dès qu'il va revenir, Besser va recommencer. Fait qu'il y a juste une bonne valeur. C'est un deal du Black Friday. Allez-y. Toutes ses statistiques montrent qu'il peut continuer. Il joue beaucoup en avantage numérique. Il joue un petit peu plus en temps de glace total, même par match. Donc, franchement, beau joueur à aller chercher ce Brock The Rock Besser. Prochain joueur aussi à aller acheter. Et là, va falloir que tu me l'expliques parce que c'est Skinner! Stuart Skinner! Fait-il référence ici aux Simpsons? On aime toujours faire des petites références pop culture sur le podcast. Stuart Skinner d'Edmonton, le gardien de but, évidemment, pas le professeur des Simpsons. Pourquoi tu veux aller chercher le moustachu gardien de but des Oilers d'Edmonton? Penses-tu que les Oilers vont vraiment manquer les séries éliminatoires? Est-ce que tu fais partie de ces sceptiques qui pensent que les Oilers vont ne réussiront pas cette fois? Je te relance la question. Est-ce que tu penses que les Panthers vont pas faire les séries éliminatoires cette saison? Ça se peut que les Oilers passent pas non plus. C'est deux questions complètement différentes. Je veux dire, les Oilers, il leur manque pas McDavid puis Draisaitl. Ce sont, je pense, des environnements différents. Je pense que les Panthers vont quand même réussir à faire les séries entre toi et moi, mais ça, c'est mon guess à moi. Je pense que les Oilers vont revenir, c'est indiscutable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ensuite, c'est que Stuart Skinner, il est le premier gardien de but avec les Oilers. C'est un gardien de but qui est catastrophique dans certains matchs et c'est un dieu le match suivant. Et dans un pool de hockey, on s'en fout. Je m'en fous que mon gardien de but soit catastrophique dans le sens où est-ce qu'il va aller gagner des matchs pareils. Donc, quand il est bon, il gagne. Quand il est pas bon, il perd. S'il était bon puis il perdait, je fais pas plus de points. Ça n'a aucune valeur pour moi, le fait que quand il perd, il a accordé 5 buts sur 8 lancés. S'il en accordait juste 2 sur 8 lancés, mais qu'il perd 2-0, j'ai pas plus de points à ma fiche à la fin de la semaine.
Et ensuite, Skinner a commencé à bien. Il joue bien. Il y a 4 En ce départs de moment. qualité à ses 4 derniers matchs. C'est un gardien de but qui est comme ça. Il va y avoir des séquences affreuses, des séquences où est-ce que ça va bien. Quand tu regardes, historiquement en carrière, depuis le début de sa carrière, Skinner, il n'a jamais été en bas. Il a toujours eu 50% de départs de qualité sur une saison. Il a été à 49, à 52. Il a toujours été dans cette zone-là de gardien de but moyen, faible. C'est pas un numéro 1, mais c'est pas vraiment un numéro 2 non plus. Là. C'est un A ou un B. Un peu à la Jake Allen ou au Brian Elliott ou Thomas Greiss, Yaroslav Alak, il y en a une pelletée de ce type de gardien-là. Puis là, en ce moment, il est à 43% de départs de qualité. Il va aller gruger ces départs de qualité-là tranquillement. Puis les Oilers vont gagner. Donc, pour moi, Skinner, c'est un gars que j'irais acheter. D'autant plus que la réaction que tu as eue, c'est exactement pour ça que j'irais l'acheter. Ouais. Il est pas cher. Il est pas bon. Il La est mal réputation perçu. qu'il a, c'est qu'il Exact. est mal perçu. Donc, go for it. Versus un Frédéric Anderson qui joue vraiment mal, mais qui est perçu comme étant un gardien de but numéro 1. Ils ont peut-être la même valeur en ce moment sur le marché, puis tu te dis, ça n'a pas de sens, mais ça demeure ça. Donc, moi, Skinner, c'est un low cost, un gardien de but dans une équipe qui va techniquement gagner plus de matchs qu'elle va en perdre d'ici la fin de la saison. Puis, il n'y a aucune compétition. Kevin Pickard n'est pas une compétition. Quand on a une Graham qu'on est allé chercher gratuitement, fait absolument rien dans la Ligue américaine. Est-ce que les Oilers vont vraiment dépenser encore des jeunes et des choix pour un gardien de but? Lequel? Je veux dire, on a parlé de John Gibson à l'épisode précédent, des Cam Talbot, ça fait absolument rien. Fait que tu vraiment une équipe là, qui a 2 gardiens de but qui sont dominants, qui pourraient en échanger un. J'en vois pas beaucoup dans la Ligue en ce moment. Je pense qu'ils sont dans des équipes, dans des équipes du bas de classement là, qui sont prêts à s'en débarrasser. J'en vois pas. Il n'y en aurait pas qui seraient prêts à s'en débarrasser. Wallstedt et Gustafsson, c'est peut-être le premier exemple qui me viendra en tête. Ils feront pas ça, tu sais. Mais ils le feront pas, effectivement. Ce que j'aime pas de Skinner, en fait, c'est ça, c'est que tu l'as dit, si vous êtes dans un pool que seulement les victoires comptent, ben allez-y, il y a du volume, il va gagner des matchs parce que c'est une bonne équipe, parce qu'il gagne des matchs des fois lorsqu'il accorde au moins 3 buts, ou même 4 des fois. Mais en général, dans un pool de catégories, c'est catastrophique. Je ne prendrai pas la chance avec ce gardien de but-là. Mais si c'est juste un pool de points, victoire, merci, mais moi, bonsoir. je pense que dans un pool de 100%. catégories, au contraire, c'est un gars qui n'a pas de valeur. Tu sais, Je comprends ce si que tu les dis, je comprends Oilers ce que tu dis. se mettent à gagner 10 matchs en ligne, ce qui n'est pas impossible, ça se peut que Skinner accorde 1 ou 2 buts seulement puis que sa moyenne se gonfle quand même artificiellement. Puis, tu sais, Ouais. je suis content que tu m'amènes sur ce point-là parce que quand tu regardes les stats historiques de Skinner, sa moyenne de pourcentage d'arrêt n'est pas si pire que ça. Oui, cette année, il est à 888, ce qui est pas bon, là, mais c'est pas non plus 860. L'année passée, tu as 896, qui est pas mal la moyenne de la Ligue. L'année passée, la moyenne, tu as 899. Là. Fait, il est quasiment dans la moyenne. La saison précédente, 905. Saison précédente, 914. Fait tu sais, à ton point, je suis d'accord avec toi que il est gaffeur. C'est les highlights qu'on montre de Skinner, c'est pas chic. Là, ce n'est pas digne d'un gardien de but numéro 1 qui est en confiance. Mais statistiquement parlant, je crois qu'il est vraiment moins... il devrait être beaucoup mieux perçu que ce qu'il est réellement. C'est là que, regarde, je te dis que statistiquement parlant, ça fait du sens. Après ça, c'est sûr que quand tu vois ces highlights, t'as mal au cœur quand c'est ton gardien. Puis je sais, ils ont gagné 9-4 la semaine passée. Là. C'est juste les Oilers qui peuvent faire ça avec l'Avalanche. Puis encore là, l'Avalanche, il n'aurait pas accordé 4 buts. Ah non, il n'aurait pas accordé 4 buts. Mais pour finir sur Skinner, c'est vraiment le nombre de départs, le pourcentage de départs de qualité en bas de 50 lors de ses 2 dernières saisons. La petite affaire qui me fait peur, avant ça, il était à 58 puis 59, je le prendrais demain matin dans ce cas-là. Mais tu m'as convaincu quand même. Je vais peut-être aller cogner la porte puis voir ce que ça l'a donné cette semaine, puis on pourra s'en reparler dans ce cas-là. Et on vous conseille un dernier gardien à aller acheter. Je venais d'en parler. Philippe Gustafsson du Minnesota, qui tu nous conseilles justement d'aller acheter. À contresens, je le sais, mais je veux dire, Jesper Wallstedt a 4 blanchissages. Je sais. Ouais. C'est tellement insoutenable. C'est impossible que Wallstedt continue à ce rythme-là. C'est indécent. Et quand tu regardes la défensive du Wild, les défenseurs ne sont pas capables de marquer. Marco Rossi n'est toujours pas en uniforme. Il y a Eriksson Ek qui est complètement dans une mauvaise passe. Tu sais, je veux dire, le Wild ne va pas bien. Offensivement, il ne crée absolument rien. Wallstedt, oui, c'est un mur. Mais
Puis j'ai vu beaucoup on devrait échanger Gustafsson. C'est hey, Wallstead, il y a 11 matchs. Là. Il a joué Ah non. 11 matchs. Jacob Debesch a commencé la saison à 6-0-0. Ça n'a pas été ben long qu'on a réalisé que. Puis je sais que c'est pas le même gardien, je suis d'accord. C'est pas les mêmes Prenons notre défenseurs top non égal. plus, par contre. Là. Je Non. sais qu'ils ne marquent pas de points au Minnesota, les défenseurs, mais c'est pas des dirt picks au niveau Oui. défensif, par contre. Je comprends. Mais il reste que c'est un jeune gardien de but. Allez voir ces statistiques de la Ligue américaine l'année dernière. Wallstead, c'était vraiment pas, c'était pas beau. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis pas que c'est un mauvais gardien. Je veux juste dire que la valeur de Gustafsson est très, très basse en ce moment parce que tout le monde n'a que des yeux que pour Wallstead. Et c'est là que c'est le temps d'acheter un gardien de but numéro 1 qui a 67% de départ de qualité cette année, qui est absolument, qui est non négligeable, qui a lui aussi 2 blanchissages. Je veux dire, Gustafsson a une excellente saison statistique, 905 de pourcentage d'arrêt, 2,76 de buts alloués par match. C'est très, 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 très bon. On a juste décidé de regarder de l'autre côté. C'est comme l'œil de Sauron là, qui regarde la guerre au lieu de regarder Frodon qui arrive vers l'anneau. Gustafsson, c'est un peu ça. C'est comme c'est Frodon qui s'amène puis qui est comme hey, je suis encore là, c'est moi qui l'ai l'anneau. C'est moi le premier gardien de cette équipe-là. J'irais vraiment acheter Gustafsson. Je pense vraiment que c'est un gardien de but qui va rebondir et qui va continuer à engranger des points du côté du Wild. Puis quand Wallstead va avoir 2 ou 3 départs consécutifs moyens, chose qui va arriver, ben là, on va remettre Gustafsson dans les filets parce que c'est lui qui va ultimement, sur une saison complète, donner le plus de chances de gagner à son équipe. Je dis pas qu'à long terme, c'est ça qui va se passer, c'est pas ça mon point. Mais là, il faut décanter, excusez l'expression, mais il faut débuzzer avec Jesper Wallstead. C'est un gardien de but qui est hot. Là, le seul exemple que j'ai, là, c'est à Montréal, on a gardé Price à la place d'Alak, même si Alak a amené le club sur ses épaules en série. Un gardien ne fait pas un gardien sur une bonne séquence, ça fait pas une saison. La saison est longue, il reste encore 55 matchs. Philippe Gustafsson, c'est un sure shot. Allez écouter notre épisode 11 de cette saison dans lequel de Soutenable et Insoutenable, lors duquel on parlait de Jesper Wallstedt, parce que je ne vais pas repartir ce débat parce que je crois beaucoup en Jesper Wallstedt. Par contre, non, je sais. Je dis juste, mais je suis d'accord avec toi que Gustafsson reste le gardien techniquement numéro 1 là-bas. Ça me fait peur un peu le fait qu'il perd du volume à Jesper Wallstedt, qui joue bien en ce moment, qui je pense va continuer à bien jouer, mais que c'est vrai que si Jesper Wallstedt commence à un petit peu moins bien performer, ben on va peut-être retrouver un petit peu de volume avec Philippe Gustafsson. Puis c'est peut-être ça qui va vous aider à faire un échange puis aller le chercher, puis qui va peut-être faire en sorte que vous allez gagner cet échange-là avec Philippe Gustafsson. Et c'est ce qui met fin à notre marché des acheteurs. Et maintenant, passons au marché des vendeurs. Quel joueur devriez-vous vendre? Et c'est pourquoi je porte mon petit chandail un peu chaud, parce qu'il fait froid dehors en ce moment avec les petites montagnes sur le col. Il fait très froid en ce moment. Un défenseur que tu nous conseilles d'aller vendre, Sam Malinski. Moi, je sais que ça fait quelques semaines que je t'en parle de ce défenseur-là qui me surprend au Colorado. Il joue évidemment avec l'Avalanche du Colorado. Colorado Avalanche. Qui est une très bonne équipe. Et je pense qu'il prend avantage du fait qu'il joue dans une très bonne équipe. Mais il récolte plusieurs passes par-ci, par-là, et son total de points est quand même très surprenant. Mais justement, le fait qu'il est au Colorado et que ce n'est pas le premier défenseur, ni le deuxième, ni le troisième, ben ça vaut la peine d'aller l'échanger, justement, si vous l'avez. Je veux dire, il joue 15 minutes par match, Sam Malinski. Hein? C'est vraiment pas assez pour avoir une production offensive. Et dans un temps normal, je te dirais, ah oui, mais tu sais, comme on a parlé de Nick Blankenberg des Prédateurs en se disant, ben, lui aussi était sur une séquence extraordinaire. Mais il n'y avait rien d'autre à Nashville. Tandis qu'au Colorado, c'est impossible que Malinski joue plus que Taves, que Makar, que Girard à la limite. Ça serait très, très, très surprenant. Donc, ça me fait dire que Malinski n'a pas vraiment la chance que ça soit soutenable. Je le vendrais parce que je trouve que le risque qu'il redevienne un défenseur de 15 points est encore là. Il tire 1,7 fois par match. En carrière, sa moyenne, c'est 1,5. Il n'y a rien de c'est pas mauvais, là, c'est loin d'être mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Il n'y a pas d'avantage numérique, il joue pas en désavantage numérique non plus, tout est à du 5 contre 5. C'est un défenseur un peu de troisième paire, un numéro 4, 5, 6. Fait que Sam Malinski, fait juste le vendre, c'est pas soutenable. Je comprends que tu vas me sortir les statistiques de dire « Ah, les passes secondaires, tout. » Oui, c'est juste, il n'y a pas de temps de glace, puis il n'y a aucun déploiement favorable.
ce n'est qu'une question de temps avant qu'il engrange les passes secondaires. Puis d'ici la fin, il y aura peut-être plus une seule passe primaire de la saison. Et de l'autre côté, c'est facile de faire une passe primaire à l'Avalanche. Tu sors de la zone, tu donnes ça à McKinnon, puis c'est dans le Mais, but. Fait. mais justement, c'est ce qu'il fait. Puis il est pas, il est sorti un petit peu de nulle part dans le sens où il n'a jamais été repêché. Il arrive de l'université Cornell, la fameuse université de Andy dans The Office, où il n'a pas été un point par match en tant que défenseur. Il n'a pas été un stand-out. Mais il est arrivé en AHL, 5 points en 7 matchs à sa première année professionnelle, 27 en 45 après, en 46 après ça. Il commence sa première saison au Colorado en 23 matchs, il a fait 10 points. Je suis comme curieux, je suis vraiment curieux de croire que c'est peut-être pas un gars qui va faire 30, 40 points, là, mais je serais curieux de le regarder cette année et c'est le discours que vous devriez avoir pour le vendre. C'est le discours que je suis en train de vous donner en ce moment. Allez dire ça au prochain DG puis essayez de le convaincre de cette façon-là parce qu'effectivement, c'est pas un gars que les gens vont connaître d'habitude. Essayez de le faire connaître, essayez d'aller le vendre parce qu'en ce moment, il a un très beau pace de 42 points sur une saison. Ça vaut la peine en ce moment parce qu'il est juste un petit peu au-dessus, mais je vais être curieux de le voir lors des prochaines années, ce petit cher Sam Malinski. J'aimerais juste dire que l'Avalanche aussi, là, à un moment donné, avoir perdu 2 matchs en temps réglementaire c'est pas vraiment soutenable le rythme de victoire qu'ils sont en train d'aller chercher. Je dis pas qu'ils n'auront pas une saison extraordinaire, mais comme ils vont avoir un moment dans la saison où ils vont en perdre 3 en ligne, puis Malinski va juste faire 0 point. Puis, ce genre de défenseurs-là, je m'en méfie vraiment beaucoup. Ils peuvent tomber sur une longue passe parce qu'ils n'ont pas de points. Ça peut être 10 matchs sans points, puis ça commence à être 15 points en 40. Puis, il a un défenseur de 30 points, puis finalement, c'est un défenseur de 24. C'est pas impossible. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, c'est ce genre de profil-là. Et là, il est vraiment surperformant. Fait que c'est le temps de le vendre. Mais vous ne pouvez pas vraiment le dropper. C'est comme de te pogner avec longtemps qui joue bien, de te pogner avec, mais l'échanger contre un défenseur qui est peut-être un 30-35 points plus stable. Plus prouvé, ouais, exactement. Un bon mot. C'est le Sam de Frodon. Frodo wouldn't have got far without Sam. Il joue très bien, puis qui sait, peut-être que c'est lui le vrai héros de l'histoire. Prochain joueur à aller vendre, c'est le meilleur marqueur et le meilleur scoreur du côté des Bruins de Boston. I hate the Boston Bruins. Et non, je ne parle pas ici de David Pastrnak, je parle bien sûr de Morgan Geekie. Et oui, Morgan Geekie, 32 points en 30 matchs, 22 buts en 30 matchs. Morgan Geekie. J'aimerais ça qu'on ressorte les tapes de début de saison puis qu'on regarde le take qu'on a eu sur lui, mais personne s'attendait à ce qu'il ait un rythme d'1 point par match. Je peux te dire c'est quoi le take. Je peux te le dire. J'avais dit c'est insoutenable. Il tire à 22%. Il fera pas 30 buts. Ah, mais même au début où on a analysé les Bruins, au début du podcast, où on disait que il va jouer avec Pastrnak, il va peut-être tourner dans du 60, mais pas un 87 points par match, 87 points sur une saison comme il est en ce moment. Non, puis soyons honnêtes, là, c'est le temps de le vendre parce qu'il entre dans les conversations d'équipe Canada. Est-ce qu'il va aller aux Olympiques? Non, je l'ai vu à plusieurs reprises. Je pense que je sais. Puis mon ami Corey, le fameux fan des Bruins que je te parle tout le temps, là, il m'a encore parlé de ça, justement, qui était rendu dans la conversation d'équipe Canada. 22 buts, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Par contre, il tire à 27,5 %. L'année dernière, son 22 % est insoutenable. Son 27,5 %, il l'est d'autant plus. Sa moyenne en carrière, c'est 16,4. Je comprends qu'un joueur s'améliore, mais mettons qu'on dit qu'il fait du 18. Là. C'est quand même 10 % de trop. Là. C'est énormément trop de buts par rapport à ce qu'il fait. Il tire beaucoup. Là. Il tire 2,7 fois par match. Donc, il va marquer des buts cette saison. Il va atteindre la plateau des 30 buts facilement. Il va frôler le 40 probablement. Mais il reste que là, il fera pas ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Faut pas revirer fou. Ce que j'haïs de Morgan Geekie, puis c'est pas ce qui me refroidit encore plus que son pourcentage de tir, c'est son utilisation. Il joue 17 minutes par match. En fait, dans les 8 derniers matchs, il a joué 17 minutes. Le gars marque des buts à l'appel, puis on lui donne pas 21 minutes. Le Pastrnak qui est blessé, on lui donne pas 20 minutes par match. Il est comme caché continuellement dans l'organigramme des Bruins. Et ça, c'est vraiment, vraiment fâchant. Il commence juste 50 % de ses mises en jeu en zone offensive. Tu sais, c'est comme si, malgré tout, puis c'est décevant pour le joueur, là, malgré tout ce qu'il peut faire offensivement,
on le fait pas jouer plus, on lui donne pas plus de mise en jeu en zone offensive, puis il y a 60% de passes secondaires. Fait que, tu sais, tout indique que ça ne peut pas aller mieux pour lui. Ça ne peut que déprécier. Vendez-le vite parce que le Pastrnak qui est de retour, ça peut être très douloureux. Est-ce qu'il est de retour? Ouais, je sais qu'il a raté les 5 derniers matchs. Moi, c'est ça qui m'étonnait le plus, en fait, du côté de Morgan Geekie. C'est qu'en ce moment, il était 9 points en 5 matchs. Fait que les 5 derniers matchs que Pastrnak n'était pas là, il a fait 9 points. Ouais. OK, on va passer au prochain. Là. On vous l'a dit. Allez vendre Morgan Geekie parce que je n'en peux plus de Morgan Geekie puis de penser qu'il va continuer comme ça. Le prochain joueur qu'on... ouais. Le prochain joueur, justement... Le prochain joueur qu'on vous conseille d'aller vendre, c'est le défenseur des Hurricanes de la Caroline. Si vous avez écouté notre dernier épisode des Dump and Chase, on a parlé de Alex Nikishin et on disait qu'il n'avait pas de temps de glace sur un avantage numérique parce qu'ils allaient tous à Shane the Ghost, le Bear, l'ours fantôme. Ghost Bear. J'ai donné beaucoup trop de surnoms en ce moment à Shane Gostis Bear, mais c'est le défenseur, évidemment, des Hurricanes de la Caroline qui, lui, écoute, il est en feu en ce moment. Il est complètement en feu, puis c'est difficile de dire que ça va ralentir drastiquement. C'est ça qui me fait capoter avec Gostis Bear. 21 points en 19 matchs. C'est énorme. C'est un rythme de 91 points sur une saison. Là, il est en train d'être dans les mêmes discussions que Quinn Hughes, que Kel McCarr, en termes de production offensive. Werenski, c'est vraiment, vraiment phénoménal. Il tire 1,8 fois par match. On se rappelle que Werenski, c'est du 3,5. C'est le double. 3,7, c'est complètement fou. Il joue même pas 20 minutes par match en moyenne. Je comprends que il joue un avantage numérique, mais il joue pas 85% de l'avantage numérique. Il joue 63% de l'avantage numérique. Ça veut dire qu'il y a toujours, sur un 2 minutes, là, il y a toujours un 40 secondes qui appartient à un autre joueur. Là. Donc, en 1 minute 20 d'avantage numérique, il produit. Sur ses 21 points, plate à Static, il n'a que 6 points en powerplay. C'était... Ouais. J'ai pas une tuque, malheureusement, mais ouais. That joke was funnier in theory. C'est ça. Okay. Il fait froid, c'est pour ça. Non, mais 6 points d'avantage numérique sur 21 points, il fait ses points en 5 contre 5. C'est vraiment, vraiment exceptionnel comme performance de la part de Gostis Bear. Ses passes secondaires, il est à 44%. C'est très bas. Là. Sa moyenne est à 55 quasiment en carrière. Il commence 68% des mises en jeu en zone offensive. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Évidemment, là où est-ce que le bas blesse d'un point de vue positif pour lui, où est-ce que ça devrait ralentir, c'est qu'il marque 3,4 fois. Il marque 3,4 points par match. Par tranche de 60 minutes. Attends. Il fait 3,4 points à chaque 60 minutes. Donc, normalement, il va jouer un 20 minutes, mettons, par match. Fait qu'il va faire au moins un point. Fait qu'à date, mais c'est beaucoup trop haut. Là. Mais en carrière, si on regarde les saisons passées, tu as du 2,1 points par tranche de 60 minutes, 2,2. Sa meilleure saison en carrière, c'est 2017-2018. Il était à 2,3. Puis en 2017-2018, il avait fait un pace de 67 points. C'est comme insoutenable. Et statistiquement parlant, c'est difficile à prouver. C'est juste... Il doit avoir de la chance là-dedans. Ses coéquipiers marquent quand même beaucoup. Là. On parle à 5 contre 5, on parle de 11,4 %. C'est un peu élevé, mais c'est pas trop élevé. Fait est-ce qu'il va connaître la meilleure saison de sa carrière? Je pense qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Est-ce que ça va être 90 points? Je pense qu'il y a de faibles chances que ça arrive. Mais il pourrait faire 75. Ça serait pas si surprenant que ça. Wow. Donc, mais tu sais, c'est pas l'année prochaine, c'est pas soutenable. Donc, moi, j'essaierais de le vendre contre un autre vedette de ce type-là. J'ai juste peur qu'il devienne complètement off, Gostis Bear. Donc, c'est pourquoi je le vendrais. Il me fait peur. C'est sûr que ça ralentit. Je ne sais pas jusqu'où ça ralentit. Donc, ça dépend de la valeur de ce que vous recevez en échange. Mais il me fait trop peur. Voilà. C'est insoutenable. C'est impossible. Ben non, je comprends très bien. Puis en plus, c'est un gars de 50-60. Mais de là à dire que c'est un 80, c'est presque dans l'ordre de l'impossible. Fait que tu l'as dit, allez le vendre, tout simplement. The Bear, The Ghost, allez l'échanger. C'est parce que jusqu'à la fin de la saison, il ne vous fera pas ça, tout simplement. Prochain joueur que tu nous conseilles d'aller vendre, et là, écoute, je pense qu'il y a plusieurs... Les DG, les poolers qui ont ce joueur-là, d'habitude, c'est pas le genre de joueur que tu te dis « Ah, je vais aller l'échanger » parce que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire.
Sidney Crosby. Tu nous dis d'aller échanger, d'aller vendre Sidney Crosby. Wait, what? Je comprends qu'il y ait 7 points en 5 matchs dans ces 5 derniers. Il y en a même 9 à ses 6-7 derniers. Can you say it again? Je comprends qu'il est tout feu, tout flamme là, en ce moment, là, mais tu penses-tu vraiment que les poolers vont t'écouter et vont aller échanger Crosby? Ben non, ils l'échangeront pas, mais je pense que c'est important de mentionner. Il devrait. Il a vieilli, Sid. Je comprends qu'au niveau de la colonne des points, en ce moment, ça paraît pas, mais au niveau statistique un petit peu plus approfondi, ça paraît. C'est la pire saison au niveau des tirs par match pour Sidney Crosby. Il tire à 2,4 fois par match. En carrière, sa moyenne, c'est 3,1. Mais c'est sa pire en carrière, incluant la saison recrue. Le gars, il a 38 ans. Fait que c'est sa 20e saison, 21e saison cette année. C'est sa pire saison. Il tire à 20. Il réussit 28,1% de ses tirs. Sa moyenne en carrière, c'est 15%, on va dire 14-15%. C'est le double. C'est le double. Il devrait avoir 9 buts au lieu de 18. C'est le double. C'est vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je dois l'analyser froidement puis dire, écoute, il devrait pas avoir autant de buts. Il joue moins, Sid. 1 minute de moins. L'année passée, on parlait du 20 minutes. Là, il est à du 19-13. Il est sous la barre du 20 minutes. Je veux dire, c'est inquiétant d'une certaine façon. Il y a 50% de passes secondaires. Sa moyenne en carrière, c'est plus aux alentours de 35-40. C'est fatigant. Je trouve ça fatigant. Fait que c'est ça. C'est pas, je le fais pas de gaieté de cœur de dire qu'il faut échanger Sidney Crosby. Je le fais plus dans une optique de se dire, ben, son pourcentage de tir est trop élevé, son pourcentage de passes secondaires est trop élevé, il joue moins. Ultimement, ce sont des indicateurs qui te disent qu'il va avoir un ralentissement. Je ne souhaite pas ça. Je souhaite qu'il continue la séquence d'1 point par match. Mais si je l'avais dans mon équipe, je n'aurais pas le choix de l'échanger pour un joueur qui pourrait me donner quelque chose de probablement semblable. Fait que ça me fait de la peine, mais tu sais, je trouve que 28% plus 50% de passes secondaires, là, ça commence à être beaucoup de points. Contrairement à Sean Gostisbehere qu'on vient d'analyser, qui lui a une petite régression de points en power play par match, qui est passé, mettons, d'un 0.39 à un 0.32, donc qui le marque beaucoup plus en 5 contre 5. Crosby, lui, c'est l'inverse. Il marque plus en ce moment par match en power play, malgré le fait qu'ils ont moins de power play. Ils jouent seulement 2 minutes 44 et c'est pas parce qu'ils jouent qui est moins impliqué. Il joue encore à 70% du temps sur le power play des Pingouins. C'est juste qu'en général, les Pingouins vont être dus pour une petite régression. Et ça va toucher Crosby. On vous l'a dit en début d'épisode, la manière d'échanger, c'est lorsque un joueur joue bien et qu'on pense qu'il va régresser d'ici la fin de la saison. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, analysez pas ce qui est arrivé. Ben, considérez ce qui est arrivé avant, mais considérez surtout ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient pour Crosby, du moins selon ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il va ralentir. Et donc, aller l'échanger pour un joueur qui, lui, ne risque pas de ralentir et qui va faire son point par match. Donc, Crosby, je comprends. Puis en plus, on l'a dit d'un autre côté, on veut pas l'échanger parce que c'est un gros nom, mais vous devriez l'échanger parce que c'est un gros nom. Fine. Let's make him available. Puis c'est peut-être sur ce qu'on va vous laisser sur le marché des acheteurs et des vendeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous devriez échanger Sidney Crosby? Est-ce que vous avez d'autres échanges à nous proposer, à nous demander notre avis? Allez nous écrire en commentaire, en DM sur YouTube, Instagram et TikTok à 100 Poules Podcast. On a vraiment du plaisir à vous lire puis essayer de vous aider pour que vous puissiez gagner votre pool cette année. Salut les pouleurs!